Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Alors, je m'appelle Caroline Dubois, j'ai 50 ans et je suis une des créatrices du refuge Groing-Groing qui a été fondé il y a maintenant 17 ans. Voilà, situé en Sarthe, dans une petite ville de Neuvillette-en-Charny. Alors en fait, le refuge s'appelle Groing-Groing parce qu'au départ, on s'occupait principalement de cochons vietnamiens qui étaient pris comme des animaux dits de compagnie par des particuliers qui finissaient par les abandonner, et donc on avait essayé de trouver un moyen d'avoir un refuge pour pouvoir les replacer par la suite. Il s'appelle aussi Groing-Groing puisque en fait la présidente d'honneur de l'association est Rosalie, et Rosalie c'est la première truie que j'ai eue comme un particulier, et c'est comme ça que toute l'histoire de Groing-Groing a débuté. C'est parce que j'ai rencontré une dame qui apprenait à un cochon à répondre à son nom un jour en vacances, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Et pour toutes les mauvaises raisons du monde, j'ai voulu avoir acheté un cochon. Et l'histoire a commencé comme ça. Puisque du coup, quand j'ai eu Rosalie, j'ai arrêté de manger de la viande, d'abord du cochon, ensuite de la viande en général, et puis les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que je devienne végane au fur et à mesure du temps. Alors je m'appelle Lucie Naillac et j'ai découvert le refuge Groing-Groing il y a maintenant un peu plus de 2 ans. J'y suis arrivée pour réaliser un projet de recherche, pour réaliser une enquête ethnographique sur les relations entre humains et humaines et animaux dits de ferme hors contexte d'exploitation. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Charlotte, qui était une rencontre très importante et bouleversante dans ma vie. Je me suis tellement plu au refuge que j'ai continué ensuite à revenir régulièrement. En fait, j'y avais passé 3 mois à temps plein pour cette recherche en faisant de l'observation participante. Donc je travaillais comme bénévole au refuge pour aider à l'entretien des espaces, aux soins aux animaux, etc. Et puis ensuite, j'ai continué à venir un week-end par mois environ, tant pour la recherche que par envie d'être là. C'est quand même un lieu qui est un peu un petit paradis, notamment quand on est végane et qu'on est confronté à la violence la violence subie par les animaux à peu près partout ailleurs. S'immerger ici, c'est quand même quelque chose de très précieux au contact des quelques rares animaux qui ont échappé à la trajectoire la plus classique qu'ils peuvent avoir en tant qu'animaux dits de ferme, qui ne sont pas envisagés comme des individus, mais comme des ressources, comme des biens de consommation. Donc voilà, j'ai continué à venir régulièrement, et puis j'ai eu cette grande chance que le refuge puisse m'offrir un poste de chargé de sensibilisation et développement. Et donc ça fait 6 mois maintenant que je travaille au refuge avec énormément de joie. Alors Charlotte, c'est vrai qu'on a l'habitude quand on parle d'un animal de préciser d'emblée son espèce comme si c'était l'élément biographique ou la caractéristique la plus importante. Pour moi, en fait, je me souviens surtout de Charlotte comme d'une amie, comme de quelqu'un d'extrêmement drôle, d'extrêmement enjoué, quelqu'un d'extrêmement positif dans sa manière d'appréhender le monde, quelqu'un qui se trouve être également une truie parmi d'autres caractéristiques. Et donc Charlotte, elle est née en novembre, à l'automne 2020.
dans un élevage intensif dans le Morbihan. Donc l'élevage intensif, c'est l'immense majorité de l'élevage porcin en France, et la Bretagne est une région particulièrement connue pour cette pratique. Et très jeune, elle a réussi à s'en échapper. Vraisemblablement parce qu'elle était isolée dans une partie infirmerie après s'être fait dévorer les oreilles par les autres cochons de l'élevage. Le cannibalisme est quelque chose qui s'observe assez fréquemment en élevage intensif en raison de la promiscuité dans laquelle vivent les animaux, qui tend à les rendre fous. Charlotte avait des petites oreilles rondes de souris, évidemment qu'elle n'est pas née comme ça. Mais donc elle a été isolée dans une infirmerie, et quelque part c'est ce qui lui a permis de s'échapper. La porte devait pas être très bien fermée, donc la toute petite Charlotte, âgée d'environ 1 mois ou 1 mois et demi, a réussi à quitter cet élevage et s'est retrouvée dans un grand champ à proximité, où elle a été aperçue par la personne qui l'a ensuite recueillie, mais elle a été aperçue furtivement pendant, alors je sais plus si c'était 24 heures, 2 ou peut-être même 3 jours, où elle s'est débrouillée pour survivre en mangeant des glands, en mangeant ce qu'elle trouvait dans ce champ, jusqu'à traverser la route pour arriver dans le jardin d'une personne magnifique qui s'appelle Mathilde. Et alors là, Charlotte a eu soit un immense coup de flair, soit un immense coup de chance, soit un peu des deux, mais elle a réussi à se retrouver dans le jardin d'une personne végane, ce qui n'était absolument pas gagné dans cette région et cet endroit très rural et assez isolé. Et c'est comme ça que Charlotte et Mathilde se sont rencontrées. Mathilde a tout de suite mis Charlotte en sécurité. Je crois qu'elle avait contacté le refuge Grand Groin pour avoir des conseils à l'époque, et Caroline du refuge lui avait indiqué surtout de mettre Charlotte au chaud autant que possible, parce que dans les élevages, les élevages sont chauffés, et donc Charlotte a dû se retrouver tout d'un coup dans le froid du mois de novembre, ce qui aurait fini d'ailleurs sans doute par être fatal si Mathilde ne l'avait pas mise à l'abri. Et donc Charlotte a ensuite vécu durant 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça, avec Mathilde. Mathilde travaillait sur place dans des activités de maraîchage, et donc elle était tout le temps accompagnée de Charlotte pendant cette période. Mathilde vit dans une caravane et juste à côté, elle avait aménagé, dans une serre, un espace pour Charlotte. Enfin, Charlotte s'était apparemment aménagé un peu son espace. Les cochons aiment bien se faire un trou de terre, un trou dans la terre qui peut aussi devenir un trou de boue si on y met de l'eau, mais où elle aimait dormir. C'est un endroit que j'ai eu l'occasion de voir en rendant visite à Mathilde par la suite. Et c'est là qu'elle se couchait le soir, sans oublier d'appeler Mathilde avec un cri spécifique, parce que ce qui est assez fascinant, c'est que toutes les deux vivant ensemble, elles ont fini par développer une sorte de langage commun, et Mathilde me racontait que Charlotte produisait tel type de son lorsqu'elle voulait un câlin, tel type de son pour exprimer une peur, une inquiétude, tel type de son quand elle souhaitait être nourrie, telle petite manière de rouspéter quand elle aimait moins tel ou tel aliment. Enfin, mais tout ça était très c'était pas n'importe quel cri, c'était pas des cris aléatoires. C'est quelque chose qui aurait été fascinant à étudier. Ça n'est malheureusement plus possible, vu que Charlotte n'est plus de ce monde. Et donc toutes les deux ont vécu ensemble, et je pense que une partie du caractère de Charlotte est liée à la personne qui l'a élevée, en fait. On peut en tout cas faire l'hypothèse que ça grandir avec une personne si bienveillante, si douce, a contribué à faire de Charlotte quelqu'un de très très confiant et enjoué à l'égard des humains et des humaines. Et donc au bout d'environ 6 mois, 7 mois,
Mathilde a réalisé aussi que Charlotte aurait probablement besoin de vivre avec un autre cochon au moins, hein, avec certains cons spécifiques, et puis redoutait peut-être de ne pas pouvoir tout au long de la vie de Charlotte assurer les frais vétérinaires qui effectivement sont nombreux pour des cochons qu'on appelle cochons de ferme, les cochons large white, hein, qui c'est la race la plus utilisée en élevage intensif, et c'était la race de Charlotte. Et ça, on le voit ici au refuge, puisque comme ces cochons, hein, sont issus d'une sélection génétique très poussée, très drastique, qui les pousse à devenir le plus gros possible dans le moins de temps possible avant d'être abattus à l'âge de 6 mois en élevage intensif. Lorsqu'ils ont la possibilité de vivre plus longtemps, ils développent assez rapidement de graves pathologies des articulations, de l'arthrose. Alors ici au refuge, on arrive avec beaucoup de soins vétérinaires onéreux à les garder en vie une dizaine d'années. Donc évidemment c'est beaucoup plus, hein, que la très courte vie qu'ils étaient destinés à avoir, mais enfin tout ça évidemment a un coût. Et donc Mathilde a contacté le refuge Groing-Groing pour nous confier Charlotte. Et ça s'est produit à un moment où, en fait, la vie de Charlotte au refuge a vraiment correspondu à la période de 3 mois que j'avais passée pour les besoins de cette recherche ici au refuge en 2021. Et donc très peu de temps après mon arrivée au refuge, nous sommes allés chercher Charlotte en Bretagne, et c'était un moment très émouvant parce que c'était pas facile, j'imagine, pour Mathilde, hein, de voir partir Charlotte, même si elle savait que Charlotte partait dans un endroit où on serait aux petits soins pour elle, mais on voyait le lien qui les unissait. Enfin, c'était vraiment, dès que Mathilde a appelé Charlotte pour l'encourager à monter dans le vent qu'on avait amené pour la transporter, Charlotte arrivait en courant, et Charlotte faisait beaucoup ça, d'arriver en courant pleine de joie. C'était encore un bébé, hein. Charlotte elle avait 6 mois, 6 ou 7 mois. Donc on a fait la route avec Charlotte, et c'est comme ça qu'on est arrivé au refuge. Alors, quand les animaux arrivent au refuge, de manière générale, ils ont une période de quarantaine en box pour des raisons sanitaires. Donc, mais on a vu tout de suite qu'elle était un petit peu différente des autres parce que en général, ils ont de l'appréhension, ils connaissent pas les lieux, ils connaissent pas les gens. Mais Charlotte avait vraiment une personnalité à part, et elle était très friendly, quoi. Enfin, vraiment très amicale. Elle recherchait le contact, elle était très sociable, et je peux pas expliquer pourquoi, puisque moi-même je suis pas quelqu'un qui soit vraiment gaga d'animaux. Je suis pas. Il y a plein de gens dans les animaux qui sont très très gaga. Moi, je suis plutôt assez neutre. J'aime les animaux évidemment puisque j'ai le refuge, et Charlotte, j'ai tout de suite senti une connexion avec elle. C'est pas très explicable, mais c'était un truc qu'on a pu voir que ça faisait la même chose à plein de gens du refuge, avec des personnalités différentes aussi. Elle était vraiment, on avait envie de la connaître. Il y a des gens qui sont solaires, et elle était solaire. Et alors là, c'était très drôle parce que autant c'était très très facile pour Charlotte de se relier aux humains, et très facile pour les humains de comprendre, de communiquer avec Charlotte. En fait, Charlotte, d'une certaine manière, parlait un peu notre langue humaine, vu qu'elle avait grandi avec une humaine, et elle avait passé tout le début de sa vie à observer cette humaine, à observer les comportements humains. Les cochons, ça me frappe toujours ici au refuge, ont une rapidité d'apprentissage qui est vertigineuse. J'ai l'impression qu'ils voient une chose une fois et c'est compris. C'est assez troublant. Et donc c'était Charlotte avait tout de suite fait fondre tout le monde au refuge, parce qu'elle était vraiment particulière, contrairement à d'autres cochons qui ont vécu davantage de maltraitance ou pendant une période plus longue. Charlotte, elle, était tout à fait à l'aise avec tout le monde. Elle dégageait vraiment une joie et un enthousiasme pétaradant qui était vraiment bouleversant. En revanche, c'était beaucoup plus difficile pour elle au début de se rapprocher des cochons, de cohabiter avec d'autres cochons qu'elle connaissait très peu en fait, et
qu'elle connaissait en plus de manière peu agréable, vu que ses oreilles témoignent de relations compliquées avec ses conspécifiques pendant son premier mois de vie. Donc pour Charlotte, c'était vraiment pas facile. Je dis souvent en plaisantant, parce que il faut éviter de faire parler les animaux avec une voix humaine, avec des mots humains, mais enfin je pense pas la trahir beaucoup en disant que elle s'approchait vraiment de nous avec l'air de dire mais enfin madame, comment se fait-il qu'on m'ait installée avec des porcs? Elle savait pas du tout ce qu'elle était censée faire avec ces gens-là, qui étaient d'ailleurs que moyennement agréables et accueillants, comme c'est l'usage chez les cochons. Alors ça peut toujours choquer les humains attachés à la notion de démocratie que nous sommes. Y a pas de ça chez les cochons. La hiérarchie, c'est sacro-saint, c'est très important, il faut l'établir, puis la respecter. Alors bon, heureusement, c'est un groupe, le groupe des cochons dits de ferme, où Charlotte a été installée, sont quand même des relations assez équilibrées, sous la houlette d'Eston le magnifique, un cochon assez âgé et très respecté des autres. Donc Charlotte n'a pas eu un accueil trop mauvais, mais enfin il fallait qu'elle apprenne à communiquer avec les cochons, à respecter la hiérarchie établie, ce qu'elle a appris à faire. C'était un peu de travail, j'imagine, pour elle, et un peu perturbant au cours des premières semaines de son séjour au refuge. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle était assez différente des autres, ce qui veut pas dire grand-chose, mais je crois que c'est lié à l'amour que j'avais pour elle, en fait, où on voit avec d'autres yeux les êtres qui nous sont chers. Elle avait un drôle de petit physique, elle était plus ronde encore que d'autres cochons. Je crois qu'elle aimait beaucoup les pommes de terre, ce qui est pas toujours l'aliment le plus adapté ou équilibré pour les cochons, mais elle aimait beaucoup ça. Donc elle avait un petit physique très rose vif. Alors peut-être que cette couleur était aussi liée, je sais pas, mais à la maladie, à ce dont elle souffrait. Parce qu'elle était elle était pas fluo, mais elle était vraiment très très rose, un rose très marqué, très en rondeur, avec un beau visage, ce qui veut absolument rien dire vu que c'est complètement subjectif. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup frappée chez les cochons aussi. Tous les animaux, humains ou non, ont un visage différent, mais c'est vrai que je vais moins voir la différence entre deux visages de chiens de berger allemand ou alors que chez les cochons c'est extrêmement frappant, et cette variété de traits de visage qui est plus immédiatement lisible pour un œil humain, je pense, que chez d'autres espèces. Et ces petites oreilles, alors bon, qui témoignaient de choses pas marrantes, mais enfin ces petites oreilles rondes de souris qui lui donnaient un air particulièrement mignon. Alors elle avait aussi la queue coupée, puisque elle a eu le temps d'avoir la queue coupée en élevage. Dans les élevages intensifs, les filières de l'élevage coupent les queues des cochons, parce que, comme je le disais, vivant les uns sur les autres dans les bâtiments, ils tendent à développer des comportements de cannibalisme parce qu'ils deviennent fous, sont nerveux, s'ennuient, et à se mordre. Et souvent, c'est la queue qu'ils mordent. Ce qui va entraîner des coûts, des frais vétérinaires pour l'éleveur ou l'éleveuse, et qui peut peut-être nuire aussi à la qualité de la future viande, vu que c'est le projet de vie qui est fait pour eux. Et donc, pour régler ce problème, les filières de l'élevage coupent la queue. Enfin, il y a c'est tout ce qui s'appelle les soins au porcelet en élevage intensif. Et donc, Charlotte, clairement, avait un tout petit moignon de queue. Donc, sa queue avait été coupée. Il y a ton homonyme Victor ici au refuge, qui lui est un cochon croisé large white et piétrin, et qui a plus de poils. Il est assez poilu. Charlotte, elle avait pratiquement pas de poils. Très très glabre, enfin quelques petits poils un peu, mais très peu de poils, toute rose. C'est vrai que le toucher de la peau des cochons, c'est quelque chose d'assez particulier. Sur le ventre, en tout cas, c'est très doux et c'est étonnamment proche. En tout cas, dans le cas de Charlotte, c'était étonnamment proche du toucher d'une peau humaine. C'est assez troublant.
Et l'odeur aussi des cochons, enfin, ce qui n'est pas une odeur mauvaise ou une odeur de crotte, enfin, comme ça peut être le cas dans une porcherie, parce que ici, ils vivent à l'extérieur et les pâtures sont extrêmement entretenues. Mais une odeur que j'ai pas trop aimée, en fait, en général, que je trouvais un peu sucrée, je sais pas comment la décrire. En revanche, très vite, j'ai adoré celle de Charlotte. Donc là aussi, c'est comme dans les individus qui nous deviennent proches, on va apprécier certaines choses qu'on n'aurait pas forcément pensé apprécier. Ce qui m'a le plus immédiatement frappé chez Charlotte, c'est son côté confiant, joyeux, très très propre. Alors, les cochons sont des animaux propres, contrairement à la réputation qui est la leur. Oui, ils prennent des bains de boue, mais enfin, la boue, c'est pas sale en soi, c'est de la terre et de l'eau, c'est sale si tu la mets sur ta parure de lit, mais sinon, c'est pas sale. Et surtout, les bains de boue sont très importants pour eux, pour protéger leur peau du soleil, pour se rafraîchir, pour se déparasiter, etc. Et les cochons, donc, comme je le disais, sont très propres, puisque déjà ils ne font pas leurs besoins là où ils dorment, alors que d'autres animaux, comme les chevaux ou les poules, ont beaucoup moins de scrupules dans ce domaine. Mais Charlotte, encore plus que d'autres cochons du refuge, semblait extrêmement méticuleuse sur la propreté, que tout soit bien. Une chose qui m'a beaucoup étonnée, mais ça je saurais jamais le fin mot de l'histoire, mais enfin, Charlotte avait pris l'habitude, lorsqu'elle me voyait le matin arriver avec ma brouette pour ramasser du caca, puisqu'on ramasse tous les cacas de tous les cochons tous les jours ici au refuge, de venir en courant me dire un petit bonjour, de faire son caca tout près de ma brouette, puis de partir, de reprendre ses activités. Alors, je pense pas que c'était pour me rendre service, enfin, j'en sais rien, mais je pense pas qu'elle se soit dit, tiens, ce sera plus pratique pour elle si je lui amène ma crotte plutôt que si je la laisse aller à ma crotte. Mais j'ai plutôt eu l'impression que c'était, enfin, une hypothèse en tout cas, enfin c'était bon comme t'as l'air de t'intéresser au caca, regarde moi aussi j'en fais des jolis et voilà je t'en apporte un. Enfin c'était très étonnant parce que c'était la seule à faire ça, à venir spécifiquement faire ça à côté de la brouette. Enfin, bref, donc toujours toute rose, toute propre au milieu des grandes pâtures vertes. Elle était c'était quelqu'un de très orienté vers le plaisir, un côté très très épicurienne. Elle adorait jouer aussi avec le jet d'eau, parce qu'elle avait été habituée petite avec Mathilde, puisque Mathilde, en prenant soin des légumes qu'elle cultivait, enfin avait un tuyau d'arrosage, et autant si on présente un jet d'eau, un tuyau d'arrosage à un cochon qui n'en a pas l'habitude, ce sera plutôt quelque chose qui va lui faire peur, souvent ça ils apprécient pas trop. Charlotte adorait ça, qu'on l'arrose avec le tuyau d'arrosage et de jouer à mordiller le tuyau d'arrosage. C'était vraiment quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Donc oui, elle était, on la voyait souvent prendre du plaisir et ne pas bouder son plaisir dans plein de domaines. Donc voilà, quelqu'un d'enjoué, de courageuse aussi. On se fait manger les oreilles. Tiens, une porte est ouverte, c'est quand même pas terrible ici, on va sortir voir comment c'est dehors. Enfin, d'avancer. Alors, elle n'a pas eu le temps de le faire longtemps, la pauvre, mais c'était très, très inspirant pour moi. Mes collègues maintenant, ce sont maintenant mes collègues au refuge, mais qui ont vu passer pas mal de truies et de cochons au fil du temps, disaient que Charlotte était exceptionnelle, que ce rapport aux humains, cette manière de venir nous parler, enfin, pour caricaturer, personne n'aurait été surpris si Charlotte avait pris la parole avec des mots. Enfin, elle faisait d'ailleurs beaucoup ces petits bruits de reconnaissance que font les cochons entre eux quand ils se croisent. Elle faisait beaucoup à l'attention des humains. On le voit aussi avec là en ce moment avec une petite truie qui est en pension refuge, une truie naine, donc qui vit. Alors là, elle est en pension, mais qui vit sinon avec une humaine qui en prend grand soin, dont elle est proche. Et Olive fait beaucoup ces petits bruits dès qu'un humain ou une humaine est à l'approche. Enfin, elle cherche à interagir particulièrement. Et c'était beaucoup le cas de Charlotte aussi. En toute honnêteté, je pense que Charlotte se sentait proche de beaucoup d'humains et d'humaines à partir du moment où t'es gentil avec elle. C'est pas du tout sûr qu'elle se sentait plus proche de moi que d'autres humains et humaines. Après, j'avais moins de travail ici que les soigneurs-soigneuses. Je pouvais prendre plus de temps et elle était demandeuse de ça. Et puis au bout d'un moment, elle me reconnaissait parfaitement. Les cochons reconnaissent très rapidement les gens et distinguent les visages. Enfin, ça, c'est des choses qui ont été montrées aussi par l'éthologie. Et effectivement, lorsque j'arrivais, elle venait vraiment en courant. Mais il pouvait l'arriver de le faire avec d'autres personnes aussi.
Alors en fait, elle n'est pas restée très longtemps. Mais oui, en fait, quand j'allais voir les animaux, j'allais voir Charlotte, et puis elle venait vers toi, t'avais même pas le choix en fait. Elle venait chercher un câlin. C'était un petit cœur sur pattes quoi, qui a été vraiment gentil, adorable et qu'on avait envie d'aller la poupougner quoi. Voilà. Je pense que ce qui m'a, pour te parler un peu de la relation que j'avais avec Charlotte, c'est vrai que c'était très, très inattendu de développer une relation que je qualifierais de relation d'amitié. Puisque, en fait, c'est quelque chose que le refuge rend possible. La plupart du temps, même quand on a des relations respectueuses avec des animaux, souvent des animaux dits de compagnie, comme les chiens ou les chats, il y a quand même une relation de dépendance assez forte de ces animaux par rapport aux humains, aux humaines qui en prennent soin. Alors ici, au refuge, bien sûr, les animaux sont dépendants des soigneurs et des soigneuses, mais ils sont en présence d'autres humains dont ils ne dépendent pas, donc des bénévoles, des parrains et marraines, vu que les animaux ici, c'est d'ailleurs la principale source de financement du refuge, sont parrainés et ou marrainés par des humains et des humaines. Et donc, ils ont la visite, comme ça, d'humains avec qui ils n'ont pas besoin d'avoir des relations, mais peuvent décider de développer des relations. Donc vraiment des relations électives qui me semblent correspondre, et c'est quelque chose sur quoi je suis en train de travailler un petit peu maintenant, à des relations d'amitié. Où on observe aussi une forme de solidarité, où on observe même, alors c'est un peu osé de dire ça, mais une forme d'homogamie, puisque les sociologues qui sont intéressés aux relations d'amitié entre humains et humaines montrent que nos amis nous ressemblent souvent. On partage souvent des caractéristiques socio-culturelles, socio-économiques proches. Alors évidemment, le facteur économique rentre moins en ligne de compte dans le cadre d'une amitié interespèce, mais enfin je pense que là aussi, je ne serais pas touchée de la même manière par n'importe quel animal. Je me suis plus approchée d'animaux dont je me sens proche, pour différentes raisons. Et l'inverse est sans doute aussi vrai. J'ai pu observer ici au refuge que certains animaux que je tends complètement à faire fuir, parce que je marche trop vite, je parle trop fort, certaines amies qui sont venues avec moi ici au refuge, qui sont beaucoup plus douces et calmes, n'attiraient pas les mêmes animaux. Et donc Charlotte était quelqu'un de généreux, d'extrêmement chaleureux, et je pense que ce sont des qualités que j'aime chez les gens. Et donc c'est aussi, ça m'a particulièrement appelée. J'ai eu envie de développer une relation avec elle. Et donc, ces relations, évidemment, se matérialisent pas dans les mêmes activités que celles qu'on peut avoir avec des amis humains. On va pas au cinéma, on boit pas une bouteille de vin, on va pas au restaurant, encore que, je sais pas, peut-être que Charlotte aurait aimé tout ça si elle y avait eu accès. Mais ce qui m'a intéressée, c'était de développer des activités qui aient du sens à la fois pour elle et pour moi. Ça aurait été absurde, peut-être pas, mais pour moi ça aurait été absurde de me rouler dans un bain de boue avec Charlotte, parce que j'aurais pas eu envie de le faire. Après, il y a peut-être des humains qui auraient eu envie et ça aurait été très sympa et ça aurait renforcé les liens. Mais de trouver des activités qui soient pas fausses, c'est-à-dire qui me fassent réellement plaisir à moi et aussi à Charlotte, qui sont donc beaucoup des activités à base de marcher, manger, dormir. Mais c'est des choses que j'aime bien faire, donc ça s'est fait assez naturellement. Et donc notamment ce moment magique pour moi pendant mes 3 mois ici au refuge de la sieste avec Charlotte. On faisait la sieste dans la paille. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est une chose qui m'a surprise moi-même, parce que avant de faire la sieste dans la paille avec une truie, j'aurais pas pensé faire la sieste dans la paille avec une truie. Et surtout, j'aurais pas osé le faire avec n'importe quel cochon ici au refuge. Enfin, au début, moi, j'avais jamais rencontré de grands cochons dits de ferme. Bon, c'est assez impressionnant. Ils ont en plus cette réputation horrible de manger tout ce qu'ils trouvent, de pouvoir faire disparaître des cadavres, de manger des bébés, qui sont effectivement assez délirantes, mais sans le savoir, parce que je pensais pas avoir beaucoup lu sur ce type de mythes sur des cochons, mais enfin je voyais que c'était quand même très présent, parce que ça m'est bien revenu en tête au moment où j'ai posé ma tête à côté de celle de Charlotte dans la paille. Donc on est quand même bien imprégné de ce type de représentation. Mais là aussi, avec Charlotte, ça s'est fait de manière assez évidente. Elle avait une telle absence d'agressivité, une telle façon de se blottir aussi, de poser son pied dans ma main, que vraiment, il fallait faire un tout petit peu attention à une chose, c'est qu'en se relevant,
Elle aurait pu pas du tout de façon malveillante, mais juste se relever et me marcher un peu dessus. Alors il y a eu de ce type, ça c'est arrivé pas au moment de la sieste, mais à d'autres moments où je faisais pas attention, je mettais mes pieds et quand même se retrouver avec un petit pied. Ils ont des petits pieds tout fins alors qu'ils sont très gros, les cochons, bien enfoncés dans le pied dans une simple boîte en caoutchouc. Bon, j'ai appris où mettre mes pieds ensuite. Donc voilà, c'était assez intimidant. Mais ça n'a pas eu le temps d'être intimidant longtemps de faire la sieste avec Charlotte, parce que c'est venu tout seul avec aussi la fatigue du travail au refuge. Charlotte se met dans la paille, hop, je m'assieds. Ah tiens, moi aussi je suis fatiguée, et puis je commence à sentir ton souffle qui s'apaise et tout, ça me berce, et donc je m'allonge et hop, je m'endors. Alors sans doute peut-être pas d'un sommeil très profond, surtout que j'avais pas beaucoup de temps non plus, donc je dormais pas plus d'1 quart d'heure, et je dormais pas. Je pense pas que je me suis endormie dès la première fois que j'allais me coucher dans la paille. C'était au début, je me couchais un moment avec elle, et puis c'est venu avec le temps. Quand je quittais le box pour retourner travailler, je lui disais un petit mot, je disais je retourne travailler. Enfin, elle comprenait pas forcément le sens des mots, mais ça devenait un peu une phrase rituelle qui annonçait que j'allais partir. Elle faisait aussi son petit bruit rituel à ce moment-là, et on se quittait comme ça. Et c'est quelque chose qui renforce beaucoup les liens, puisque finalement s'endormir auprès de quelqu'un suppose d'être vraiment en confiance. C'est aussi une expérience sensorielle assez forte, puisque assez vite le souffle, la respiration va se synchroniser, on sent la chaleur du corps de l'autre. C'est une expérience très intime finalement, qui donc renforce les liens au fil d'une relation. Enfin, c'est encore plus après la mort de Charlotte, en fait, que j'ai réalisé l'importance de ce moment, de l'intensité émotionnelle et sensorielle de ce partage, quand j'ai plus eu la possibilité de le faire. C'est vrai que quelque temps avant, sans du tout imaginer que Charlotte mourrait, je me suis dit, mais comment je vais faire quand je vais partir d'ici? Faudra que je revienne très souvent, ce que j'ai fait quand même, même sans Charlotte. Mais oui, l'absence l'impossibilité de faire perdurer cet échange, vu qu'elle est morte, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu crois que ton chien te comprend ? Forcément, enfin bien sûr, oui. Alors évidemment, ils vont être plus réceptifs à ton stress, l'intonation de ta voix, et puis surtout les cochons sont des animaux ultra intelligents, dans le sens où ils sont capables d'apprendre beaucoup de choses. Et par exemple, ils vont vraiment reconnaître leur nom en 2 fois. Si tu les appelles 2 fois avec de la nourriture, ils connaissent leur nom. Tu peux leur apprendre n'importe quoi en très peu de temps si tu utilises comme récompense de la nourriture. Ils peuvent résoudre des problèmes. Donc moi j'ai vécu quand même avec 2 cochons vietnamiens à la maison. Donc c'est chouette qu'ils soient intelligents et qu'ils résolvent des problèmes. Le problème est cette intelligence au quotidien. Ça veut dire qu'il faut mettre des sécurités enfants sur le frigidaire, qu'il faut faire attention aux prises électriques qui peuvent ouvrir un tiroir même s'il y a plus de poignée, parce qu'ils arrivent avec le bout du groin à passer par en dessous et à tirer sur le tiroir. Voilà. Enfin ils sont vraiment très ingénieux. Ils peuvent fermer les portes quand ils en ont marre aussi. Tu vois, si tu fais trop de bruit, t'as des cochons qui ferment la porte en disant bon là ça va quoi. Voilà. Au refuge, on commence vraiment à reconnaître les différents sons des cochons depuis très longtemps. On sait. Donc ça, moi, ça me fait marrer quand je vois des études scientifiques où tu vois, genre découverte exceptionnelle, les cris des cochons, quand c'est aigu, ils ont peur, quand c'est, voilà, tu vois. Je dis ah ouais, ok. Donc on a donc payé des chercheurs pour, mais ils auraient dû juste venir ici. S'ils étaient venus ici en passant un petit peu de temps avec les cochons, il n'y avait pas besoin d'avoir toute cette dépense d'énergie. Voilà, c'est comme ton chien quoi, ou ton chat quand tu vois, quand il aboie ou quand ton chat ronronne, t'as pas besoin d'études, tu sais que quand ton chat ronronne, il est content en fait. Voilà. Quand ils sont par exemple excités parce qu'ils sont contents ou qu'ils veulent jouer, ils peuvent se mettre à courir, à aboyer un peu comme un chien. Vraiment avec un son qui est proche de l'aboiement du chien. Quand ils réclament quelque chose, genre c'est l'heure du repas par exemple qui va arriver, donc ils ont une horloge vraiment très précise dans la tête, ils se mettent à crier de plus en plus aigu.
Quand ils veulent envoyer promener un congénère pour lui dire là tu m'embêtes, enfin arrête, ça va être un cri qui est très guttural en fait. Et oui, et alors après il y a des petites subtilités qu'on n'a pas on n'a pas toutes les subtilités non plus, mais grosso modo entre comment il se comporte et le son, maintenant on les lit super facilement. Là, encore une fois, avec Charlotte, c'était facile parce que c'est d'autant plus difficile de le décrire que ça semblait évident. Donc, on se pose moins la question, on se pose davantage la question quand on n'est pas sûr, qu'on voit qu'un animal, on ne sait pas si on l'embête plus qu'autre chose en le caressant. Alors, avec les autres animaux en général ici au refuge, c'est vrai que voilà, si un animal n'a pas envie d'être caressé, il va plutôt soit tourner la tête sur le côté, soit s'éloigner, soit si on insiste, ce qu'on évite de faire ici, mais éventuellement se fâcher, grogner, charger, mordre, enfin ça peut arriver, mais ça n'arrive en fait pas parce qu'on n'insiste pas. Charlotte était pratiquement toujours très contente quand on venait vers elle. Elle se retournait joyeusement pour venir saluer et voir ce qu'on avait à lui proposer comme activité. Il arrivait aussi certains matins, parce qu'elle avait un côté très indépendant et autonome aussi. Elle n'était pas du tout collée à nous tout le temps. Enfin, les premiers jours si, parce qu'elle avait assez peur des autres cochons, mais assez rapidement non. Elle allait explorer sa pâture et parfois il pouvait m'arriver d'aller la voir. Elle faisait son petit bruit qui dit un truc comme salut, t'es là, je suis là, on est là, c'est bien. Bon, mais elle continuait de brouter l'herbe parce que les cochons broutent. C'est ce que j'ai découvert aussi en venant au refuge, puisque je le savais pas parce qu'on n'a pas l'occasion tellement de les voir brouter, vu qu'ils sont élevés en bâtiment. Et donc elle était bien contente de brouter, de faire son truc. Elle n'avait pas plus envie d'échanger, d'interagir activement en tout cas avec moi à ce moment-là, ce que je respectais aussi. Là aussi, complètement comme entre deux amis assez proches, où on peut être côte à côte sans avoir besoin de parler ou de vraiment collaborer à quelque chose. Alors Charlotte, donc elle avait son box personnel ici au refuge, un box qui reste ouvert la nuit. Elle aurait pu sortir la nuit, mais ils sont quand même bien diurnes les cochons. Je crois pas qu'elle devait sortir beaucoup la nuit. Son box plein de paille, et donc elle se réveillait le matin, probablement déjà avant le nourrissage du matin qui a lieu vers 8h30. Elle devait déjà être levée avant, sauf que c'était l'été, il faisait beau, donc pour brouter de l'herbe, se promener un peu dans la pâture, avant donc le premier grand moment de la journée, qui est le moment du nourrissage. On peut pas le rater vu que les cochons l'annoncent particulièrement bruyamment. Ils se mettent tous à hurler, sont hyper impatients. Il y a Barnet qui fait son cri de Barnet. Enfin, c'est le seul cochon à faire ce cri, un cri suraigu qui annonce l'heure des repas ici au refuge. Je sais pas comment Barnet a appris ce cri, pour quelle raison il le produit, mais enfin c'est le cri de Barnet. Et donc Charlotte participait activement aux réjouissances. Donc les cochons ici au refuge sont nourris avec un aliment que Caroline et Servane, les fondatrices, ont développé en collaboration avec des vétérinaires nutritionnistes. Servane, la cofondatrice, est vétérinaire elle-même. Un aliment végétal qui surtout permet de nourrir les cochons sans les faire trop grossir, puisque les aliments qu'on trouve dans le commerce sont des aliments destinés à engraisser les cochons. Les cochons ne sont pas du tout pensés en dehors du jambon qu'ils sont destinés à devenir. Enfin, voilà, même au point qu'on ne peut pas les nourrir, pas trouver à les nourrir facilement en tout cas, de manière équilibrée, avec des aliments qui sont destinés à les garder en bonne santé, qui sont pensés pour eux et pour leur bien-être. Donc cet aliment a été développé par le refuge, et donc ils reçoivent un premier repas le matin. Et ensuite, après ce repas, le repas se poursuit un peu toute la journée, honnêtement, puisque ensuite les cochons continuent de brouter et de surtout retourner la terre, fouiller la terre avec leurs groins. C'est impressionnant la force que les cochons ont dans le groin. Un simple petit coup de groin peut te déplacer. Enfin, tu t'y attends pas. Et donc farfouiller la terre, grignoter un peu tout ce qui s'y trouve, interagir avec les cochons, les autres cochons. Elle n'a pas eu le temps de développer des relations très proches en fait avec certains cochons du refuge. Elle avait des relations parfois un peu
houleuse avec Noé, un jeune cochon d'à peu près son âge, qui était au refuge aussi, où Charlotte lui courait beaucoup après pour jouer avec lui, et lui, la snobait un petit peu, ou était pas très sympa avec elle. Par contre, il a été très affecté par la mort de Charlotte. Enfin, je pourrais t'en parler après. Enfin, il jouait un peu les beaux indifférents, mais donc ils étaient quand même parfois ensemble dans les pâtures, mais un peu toujours à bonne distance. Donc ensuite, voilà, elle se promenait, elle explorait jusqu'au moment du nourrissage de milieu de journée, donc la distribution des fruits et légumes. Et là, alors évidemment, c'est toujours les pommes et le melon qui ont plus de succès que le chou et la salade. Même si on observe certaines différences aussi de goût chez les cochons. Certains ou chez les animaux d'ailleurs, vont préférer plutôt tel fruit ou légume, tel autre. Après, certains fruits font l'unanimité, le melon, les fruits sucrés. Et donc là aussi, alors Charlotte a dû apprendre à manger avec les autres, c'est pas forcément évident d'aller prendre un bout de pomme sous le groin de Papy Heston donc elle a dû apprendre là aussi les codes en fait de politesse au moment des repas, où est-ce qu'elle peut prendre les aliments, à partir de quand c'est trop proche d'un animal plus haut placé dans la hiérarchie. Enfin, on l'a vu se débrouiller pour apprendre tout ça et arriver à avoir une bonne part de fruits et légumes quand même. Et après ça, donc généralement, elle allait faire la sieste dans son box, 1 heure, 2 heures, bien couchée dans la paille. Généralement, elle sortait pour aller prendre un bon bain de boue. C'était l'été, donc la saison du bain de boue. Donc elle allait prendre un bain de boue, où elle avait aussi une petite piscine juste avec de l'eau, vu qu'elle avait cette habitude, je crois aussi peut-être de quand elle était chez Mathilde, je suis plus sûre, mais en tout cas elle aimait bien être dans l'eau, ou qu'on l'asperge un peu au jet d'eau. Si le matin on lui mettait de la crème solaire, j'ai oublié ça, quand il fait très chaud, on met de la crème solaire au cochon. Là aussi, ils ont été sélectionnés génétiquement pour être sans trop de poils, de couleur blanc-rose. Donc évidemment, quand ils vivent à l'extérieur, souvent ils se protègent eux-mêmes la peau par le bain de boue, justement, qui fait une croûte ensuite de terre qui protège leur peau. Mais pour certains, ou pour certaines parties du corps qu'ils n'arrivent pas à bien recouvrir de boue, on met de la crème solaire. Et voilà, et donc après, dans l'après-midi, après la sieste, le bain de boue, et de nouveau l'exploration des pâtures, ou sieste de nouveau, mais à l'extérieur, à l'ombre, dans l'herbe, avant le repas du soir. Charlotte aimait beaucoup aussi les visites, ou les jours de visite, puisque évidemment qu'elle était très sociable et qu'elle adorait recevoir des caresses. Les cochons aiment beaucoup les caresses sur le ventre, sur les fesses et le ventre. Donc généralement, quand on veut caresser un cochon, si on s'approche par le côté, qu'on caresse un tout petit peu le flanc, s'ils ont envie de ça, ils vont se laisser tomber lourdement sur le côté pour qu'on caresse le ventre. Et puis après le repas du soir, surtout en été, les cochons aiment bien prolonger un peu la soirée. C'est un moment très agréable, très paisible. On entend juste le son de leur petit mâchouillage. On a parfois des effluves d'origan. T'as vu qu'il y avait de l'origan dans les pâtures qui poussent là tout seul. Et c'est vraiment un moment paisible, très très agréable au refuge. Et puis ensuite, je pense que les cochons rejoignent leur cabane quand la nuit est tombée. Alors, elle n'était pas malade au départ. En fait, en tous les cas, Mathilde, son humaine, nous avait expliqué qu'elle avait eu, je crois, un problème de santé qui avait été réglé par des antibiotiques, mais ça a son importance pour la suite de l'histoire. Et elle n'était pas malade, mais par contre, elle avait encore les stigmates de l'élevage industriel, puisqu'elle avait les oreilles qui avaient été rongées par ses congénères. Faut savoir qu'en élevage indus, ils sont dans des espaces très restreints, sans absolument aucune, distraction possible, sur du béton, sur du caillebotis en béton, il n'y a pas de paille, il n'y a rien, ils ont rien d'autre à faire. Et donc, en fait, pour passer, c'est des animaux qui sont extrêmement intelligents, explorateurs, ils passent 70% de leur temps à explorer leur environnement. Donc, c'est tout l'inverse qui est proposé en élevage industriel. Et ce qui peut leur servir de jouet, c'est ce qui dépasse des animaux, en fait. Donc, les oreilles et les queues. C'est pour ça qu'ils coupent aussi les queues à vif en élevage indus, sans anesthésie, jusque maintenant. Et donc, elle avait ces fameuses oreilles
de grignoter. Et par la suite, ça a posé problème. On a fait le lien sur la suite des événements derrière à cause de ce problème de blessure à l'oreille. Oui, un mois après son arrivée, j'étais en train de me promener avec Charlotte dans les pâtures, ce que j'aimais beaucoup faire. Elle nous avait paru un peu bizarre. Elle avait refusé de manger, je crois, la ration de fruits et légumes tous les jours. En milieu de journée, les cochons reçoivent une ration de fruits et légumes frais qui a toujours beaucoup de succès. Et donc c'est tout de suite inquiétant quand un cochon refuse de participer à la fête. Donc on trouvait ça un petit peu bizarre. Et puis j'étais avec Charlotte et elle a éternué. Et là, du pu est sorti de son vagin. Elle a fait un premier épisode d'infection au niveau de son appareil génital, ce qui peut être assez fréquent chez les cochons vietnamiens, parce que c'est plus documenté que chez les cochons dits de ferme, puisque ils passent pas l'âge de 6 mois, donc personne ne se préoccupe de ça. Mais chez les cochons vietnamiens, il y a des retours de vétérinaires très spécialisés aux États-Unis qui font des autopsies sur ces animaux et qui ne voit jamais un utérus normal quand les animaux ont plus de 3 ans. Donc la stérilisation et donc d'enlever l'utérus et les ovaires est vraiment recommandée pour éviter les infections, puisque quand il y a infection, la seule façon de le soigner, c'est d'enlever l'utérus de toute façon. Donc là, évidemment, on a tout de suite contacté les vétérinaires. C'était pas évident, c'était un dimanche. Enfin bon. Mais Charlotte, Caroline a pu faire le nécessaire et on a pu l'emmener le lendemain à la clinique pour une ovario-hystérectomie, une opération de stérilisation qu'on ne pensais pas faire subir à Charlotte puisqu'elle était déjà un peu trop grosse pour que l'anesthésie ne présente aucun risque. Ici, au refuge, les animaux sont stérilisés, les mâles sont systématiquement stérilisés et les femelles le sont lorsque c'est possible. Puisque l'opération n'existe pas pour certaines espèces, je crois sauf erreur, on ne peut pas stériliser une chèvre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et les truies ne sont stérilisées que lorsqu'elles arrivent au refuge suffisamment jeunes et légères pour que l'anesthésie ne soit pas trop risquée, puisque c'est pas une opération vitale, c'est une opération qu'on fait subir aux animaux. C'est une mutilation qui pose question, même si bien sûr c'est fait sous anesthésie, parce que évidemment le but n'est pas qu'ils se reproduisent, ils sont déjà tellement nombreux à souffrir. Mais enfin voilà, ce serait très problématique qu'une truie décède à cause d'une stérilisation. Donc on ne pensait pas faire opérer Charlotte. Là par contre c'est complètement requis en cas de pyomètre. C'est la première indication de traitement. Et du coup elle a été opérée le lendemain. C'était pas évident parce qu'en fait dans la clinique il n'y avait pas de table susceptible d'accueillir une truie, une table d'opération, puisqu'en fait c'est rare personne ne fait stériliser une truie, à part dans les refuges ou ce qu'on attend d'une truie, c'est qu'elle justement produise des porcelets avant d'être abattue quand elle en produira moins. Donc voilà, mais elle a été opérée, ça s'est bien passé, on est rentré au refuge et j'ai très rapidement été impressionnée par l'espèce de savoir-être de Charlotte qui prenait les choses très courageusement. Enfin, on voyait que c'était pas facile le moment du réveil, mais enfin ce côté une façon d'aborder le monde toujours très enthousiaste, positif. Ça m'a d'autant plus frappé que c'est pas forcément ma manière de fonctionner. Enfin, je crois que ça l'est devenu, justement. Charlotte m'a beaucoup inspirée dans beaucoup de domaines. Mais je réalise ça un peu en te le disant, tu vois. Mais que oui, ça m'a un peu changé en bien. Et donc, je me souviens de ce moment du réveil, où on l'avait laissée dans le vent ouvert, et on restait avec elle pour la surveiller. Je me souviens que je chantais des chansons douces. C'est difficile à dire, mais je crois clairement qu'elle appréciait, que j'étais pas en train de l'embêter davantage, ou alors elle a eu la politesse de pas me le faire savoir. Et donc après ça, on était très heureux et soulagés. On s'est dit ouf, on a vu ça à temps. Maintenant, Charlotte va vivre une longue et belle vie, ça va être merveilleux.
Je crois qu'elle a dû refaire un épisode, si ma mémoire est bonne, encore d'une infection un peu bizarroïde. Elle a fait de la fièvre, donc on l'a remis sous antibio. Bon, toujours, sans lien spécifique, ça peut arriver. Des fois que, surtout les cochons de ferme qui sont élevés en élevage indus, ils ont souvent des problèmes pulmonaires. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes de santé liés à l'élevage, le fait qu'il y ait beaucoup de bactéries en élevage. Et puis, malheureusement, environ encore un mois après, ou un peu plus, 2 jours avant la fin de mon terrain ici au refuge, alors que j'allais aller voir Charlotte pour faire une sieste. Enfin, je faisais un petit bout de sieste avec elle parce qu'elle la poursuivait après quand je retournais travailler. Et donc je vais dans le box, je ne vois pas Charlotte. Bon, c'est bizarre, et je ne vois pas Charlotte et j'entends un bruit étrange, mais personne dans le box. Bon, je regarde un peu autour, et puis j'étais pas allée voir contre la paroi à l'intérieur du box, donc je rentre, et là, bon, vision d'horreur, je vois Charlotte qui était en train de faire une crise d'épilepsie, qui faisait des bonds, enfin, elle avait l'air montée sur ressort, en fait, c'était extrêmement impressionnant, c'était un grand bébé, et de voir cet animal faire des bonds, et c'était encore pire, parce que je l'ai appelée, je lui ai dit, oh mon Dieu, Charlotte, qu'est-ce qui se passe, ou un truc comme ça, et elle a voulu venir vers moi, donc elle est venue vers moi en volant, c'est vraiment une vision d'horreur. J'ai des frissons quand j'en parle encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était épouvantable. Bon, elle arrive vers moi comme elle peut, pendant que je hurle, que j'appelle Caroline, les soigneuses, en criant au téléphone, enfin elles sont arrivées immédiatement. Et donc on a évidemment appelé le vétérinaire en urgence pour stopper les convulsions, mais les convulsions sur un animal de 200 kilos, c'est 150-200 kilos, c'est impressionnant. Alors on a essayé de la caler comme on pouvait avec des bottes de paille, des couvertures pour éviter qu'elle se blesse, parce qu'en fait en sortant du box comme ça, elle frottait sa peau, sur le sol, et elle commençait à se blesser. Puis on l'a calée comme on a pu. Elle bavait, c'était vraiment épouvantable. Les spasmes ont cessé. Le vétérinaire est venu assez vite et a diagnostiqué une méningite. Il a donné des médicaments en nous disant clairement ça passe ou ça casse. Et Caroline est restée avec Charlotte. Et malheureusement, elle a fait plusieurs épisodes de convulsions entre ces fameux 14h et 5h du matin, l'heure à laquelle ça devait être peut-être la 5e crise de convulsion. Donc il m'avait laissé, le vétérinaire, évidemment, tous les médicaments qui pouvaient faire passer les crises, etc. Puis je l'avais au téléphone, et à 5h du matin, je l'ai appelée en lui disant la Fred, on y arrive. Elle est plus avec nous. Elle était plus là, quoi. Elle était entre 2 crises de convulsion. Au départ, elle arrivait à se remettre debout et à être présente, consciente, et là sur les dernières, elle était plus là. Tu voyais qu'elle était pas là, quoi. Il y avait plus voilà. Et donc on n'a pas voulu faire durer le truc, puisque de toute façon il y avait pas de solution pour la sauver. Les séquelles auraient été trop importantes. Enfin, il y avait vraiment rien à faire, et j'ai pris la décision avec Fred, évidemment le vétérinaire, de l'euthanasier. À 5h du mat, il s'est levé plus tôt pour le faire, voilà. Mais sur ce genre de choses, tu te dis, est-ce que vraiment on n'attend pas de voir si ça va pas si les crises vont pas, est-ce que c'est pas de l'épilepsie tout simplement? Est-ce que c'est des convulsions de l'épilepsie? Est-ce que ça va pas finir par s'arrêter tout seul? Mais là, vu que son état se détériorait de plus en plus entre chaque crise, et que c'était de plus en plus violent, on s'est dit on arrête tout, et à chaque fois on fait des autopsies derrière nous pour savoir ce qui s'est passé, ce qui nous aide à soigner les autres cochons. En apprentissage, puisqu'encore une fois, les cochons dits de ferme qui sont exploités pour leur viande, il n'y a pas d'études, les vétérinaires, même avec toute la bonne volonté qu'ils veulent y mettre, ils n'étudient pas les maladies des cochons en tant qu'individus. Ils vont savoir gérer une crise d'épidémie dans un élevage, mais déterminer par rapport à des symptômes précis qu'est-ce que peut avoir l'animal. Alors ils peuvent faire des extrapolations avec les autres animaux dont ils ont plus l'habitude, mais il faut pas que ce soit très spécifique aux cochons, parce que donc il y a pas beaucoup de moyens d'apprendre. Un bon moyen d'apprendre, c'est quand ça s'est mal passé, qu'il n'y a pas eu de solution viable pour l'animal, c'est d'autopsier, de voir ce qui s'est passé, et le vétérinaire il va apprendre de ça, en fait.
Quand on a fait l'autopsie, ça a confirmé ce que le vétérinaire pensait, c'est-à-dire que on a refait le fil à l'envers de ce que Charlotte avait eu depuis qu'on l'avait, et toutes ces infections à répétition ont donné que certainement elle avait dû contracter une bactérie en élevage via ses oreilles grignotées. Un germe apparemment dont j'ai pas le nom là en tête, mais c'est une bactérie qui est très fréquente dans les élevages intensifs en raison là aussi des conditions concentrationnaires dans lesquelles vivent les animaux. Donc on peut pas le prouver, hein. C'était pas prouvable, mais c'est l'hypothèse la plus probable en fait. Et donc une fois que les bactéries sont dans le système, soit ils sont combattus par le système immunitaire et puis tout va bien, soit tu aides à ce que ça se combatte avec des antibiotiques et puis tout va bien. Mais si ça a pas été combattu au bon moment ou si c'était un truc résistant, parce que c'est des bactéries qui sont plus résistantes que d'autres et surtout en élevage indus, d'où les problèmes d'antibiotiques et d'antibiothérapie que maintenant on voit partout arriver sur nous les humains, animaux humains, dans les problèmes d'hôpitaux, etc., les staphylodorés, voilà, bref. Mais donc on s'est dit que c'était ça et que c'était une bactérie qui avait donc migré, qui s'est multipliée, qui est montée au cerveau, qui a provoqué les convulsions de Charlotte. Donc en fait, elle était condamnée depuis le début. On le savait pas, mais Charlotte était condamnée. Elle avait d'abord eu cette infection, mais la bactérie avait progressé, il y en avait partout quand elle a été autopsiée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre beaucoup au refuge, c'est-à-dire que malgré tous les soins qu'on donne aux animaux, ils sont le plus souvent rattrapés, soit par la sélection génétique dont ils sont issus, soit par les conditions de vie en élevage qui ont été les leurs avant leur arrivée au refuge. Et qui sont pas rattrapables, pas récupérables. Alors parfois, heureusement, ils vivent plus longtemps que Charlotte. Donc une vie extrêmement courte, mais qui est en fait près de 2 fois plus longue que celle de la plupart des cochons en élevage intensif qui sont abattus à l'âge de 6 mois. Donc Charlotte a vécu presque 1 an, donc une vie courte, mais beaucoup plus longue, et surtout beaucoup plus belle que celle des cochons, évidemment, en élevage. C'est pareil, on peut se targuer en tant que refuge de sauver les animaux, mais en fait on les sauve de pas grand-chose. On essaye de leur offrir une vie la moins inconfortable possible suite aux conséquences qu'ils ont de l'élevage. Donc ça peut être des conséquences physiques sur eux-mêmes en direct, genre des blessures, des séquelles de blessures, des problèmes de maladies contractés en élevage, mais aussi des séquelles psychologiques importantes avec des animaux qui vont être stressés, qui vont être stéréotypés. Par exemple, les chevaux qui font de la stéréotypie, c'est quand ils sont enfermés dans les box à 24 heures sur 24, ils vont se mettre à danser. Alors les gens disent c'est marrant, ils dansent, mais en fait ils dansent pas du tout. C'est comme quelqu'un qui se tape la tête contre les murs. Ils se mettent à passer du côté droit au côté gauche, donc en fait ils se dandinent de la tête, côté droit, côté gauche. Et ça c'est un signe de souffrance observable par les vétérinaires qui vont donc en déduire qu'il y a du stress et que les animaux ne vont pas bien. C'est pas une lubie d'extrémistes bobos vegan. C'est vraiment documenté et c'est un des moyens de mesurer la souffrance des animaux, la souffrance psychologique des animaux. Alors, c'est toujours le problème. En France, la législation fait que les gros animaux, t'as pas le droit de les enterrer chez toi. Ils doivent partir à l'équarrissage. Donc les chevaux, par exemple aussi, les poneys, les vaches, tous les gros animaux ne sont pas enterrables, entre guillemets, pour des raisons sanitaires. Ce qui est complètement, c'est toujours une conséquence de l'élevage, ça, puisqu'en fait les animaux sauvages, quand ils meurent, personne les enterre. Ils vont se décomposer, retourner à la terre, mais parce qu'en fait dans la nature il n'y a pas une surpopulation d'animaux sauvages et que là c'est régulé. Évidemment avec les millions et millions d'animaux élevés pour leur viande, ils peuvent pas traiter ce qu'ils appellent les déchets, d'une façon naturelle entre guillemets, bien que j'aime pas le mot naturel, mais d'une façon comme ça se passerait pour une biche ou pour un sanglier en forêt en fait.
Alors ça, c'était assez étonnant, ce qui s'est passé avec Noé à la mort de Charlotte. Noé était plutôt un peu brusque avec Charlotte, soit à jouer les indifférents, mais en même temps à surveiller ce qu'elle faisait. Enfin voilà, ils étaient encore en phase où ils apprenaient à se connaître. Hein. Ça a duré très peu de temps, le séjour de Charlotte ici au refuge. Et quand Charlotte, déjà quand elle avait été en soins après son opération, elle a dû rester 10 jours isolée en fait dans son box, et elle avait un petit accès extérieur devant son box avec une barrière. Et Noé venait beaucoup la voir, parce que Charlotte appelait comme une désespérée dès qu'elle entendait un humain ou une humaine, parce qu'elle n'aimait pas du tout être toute seule là-dedans. Elle n'aimait pas beaucoup être seule, enfin certains moments d'indépendance choisis dans les pâtures, mais sinon bon, elle avait besoin d'interaction. Et Noé allait souvent la voir. Et quand elle est morte, en fait, il l'a vu quand elle a eu sa crise de convulsion, qu'on l'avait calée dans la paille, on était tous autour d'elle. Il est venu voir, et il a vu que quelque chose n'allait pas. Et puis ensuite, il a vu aussi son corps juste après l'euthanasie et avant qu'elle soit emmenée pour l'autopsie, que son corps soit emmené pour l'autopsie. Donc il a vu qu'elle était morte. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que moi, j'avais pas beaucoup de relations avec Noé. Je l'avais toujours trouvé un peu brusque. Puis aussi, il embêtait ma copine Charlotte, donc j'étais pas du tout objective. Mais s'il embêtait trop Charlotte, je pouvais avoir tendance à m'interposer. Et par contre, dès le lendemain de la mort de Charlotte, quand je suis arrivée sur le refuge, ça m'a stupéfaite parce qu'il est venu vers moi en courant, en faisant les mêmes bruits de groin que Charlotte faisait. Alors ça peut arriver à Noé de faire aussi ces bruits-là, mais alors pas du tout, il n'était pas du tout à chercher à communiquer avec moi, il n'était pas du tout aussi communicatif, et là il faisait exactement comme Charlotte faisait. Et alors là, voilà, c'est très difficile, c'est évidemment de l'interprétation, mais enfin je suis assez persuadée qu'il m'avait identifié en tout cas comme la copine de Charlotte, enfin quelqu'un qui aime bien Charlotte, qui est tout le temps avec Charlotte, et pour des raisons qui lui appartiennent, mais enfin il a opéré ce rapprochement avec moi le lendemain de la mort de Charlotte. Donc je suis allée le voir, et d'ailleurs il nous collait beaucoup, pas que moi, mais tout le monde dans les jours qui ont suivi. Il restait souvent un peu hébété dans un coin, ou pas loin du box de Charlotte. Enfin il était bouleversé, perturbé déjà par ce changement, et ça c'est le cas d'autres animaux aussi, à la mort d'un des leurs. Et donc j'ai passé pas mal de temps dans les jours qui ont suivi, le peu de jours qui ont suivi, puisque c'était la fin de mon séjour aussi ici, à m'asseoir près de Noé, à le caresser, et alors qu'on n'avait pas de lien spécialement, là il se passait vraiment quelque chose qu'il a lui-même initié, parce que je pense pas je suis pas allée voir Noé spécialement, mais clairement on a partagé une espèce de deuil, quoi. C'était très curieux. Curieux parce que inattendu. Pour moi, c'est peut-être pas curieux, c'est pas curieux parce que oui, je ne prêtais sans doute pas aux animaux la capacité, alors que des phénomènes de deuil ont été observés, en tout cas chez d'autres espèces, les pies notamment, je crois, qui apportent des petites branches et veillent le corps d'une de leurs conspécifiques quand elle meurt, et d'autres espèces aussi. Mais ça me semble assez évident dans le cas là de Noé. Ça a été très très dur. Ça correspondait en plus à une période de ma vie où j'ai eu de nombreux autres deuils dans ma famille. Donc la cerise sur le gâteau là. Et puis je m'y attendais vraiment pas. Enfin Charlotte c'était un bébé, donc c'était extrêmement brutal, inattendu. Et puis douloureux comme quand on perd quelqu'un qu'on aime, donc oui. Puis Charlotte reste extrêmement présente dans mes pensées, dans ma vie et dans mon engagement en faveur des animaux et de la défense des animaux et de leurs droits. C'est beaucoup pour Charlotte quand même, pas que, mais à travers elle, tous les autres bien sûr, mais disons que ça m'accompagne et ça me donne de la force dans ce militantisme-là.
Ça a bien nourri ma colère aussi, hein, de voir que même quand on sauve les animaux, malgré tous les bons soins et l'amour qu'elle a reçu d'abord de Mathilde, puis de nous ici au refuge, le résultat c'est qu'elle est rattrapée par les conditions de vie qui étaient les siennes en élevage. Mais ça nourrit une saine colère, une colère qui motive justement à essayer de sensibiliser, de faire avancer un tout petit peu les choses pour les animaux dits de ferme, pour essayer vraiment, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au refuge, hein, de permettre au plus grand nombre de les rencontrer en tant qu'individus. Pas uniquement en tant qu'espèce et pas du tout en tant que bien de consommation ou que marchandise, c'est vraiment le statut de ces animaux partout ailleurs ou presque. Et puis je crois que j'aurais été très heureuse de venir travailler au refuge Grand Groin même s'il n'y avait pas eu Charlotte, mais là aussi ça ajoute encore, ça apporte encore cette dimension-là est aussi présente de travailler là où Charlotte a brièvement vécu et où je l'ai connue. Après, voilà, j'y pense pas tout le temps. Même quand je passe devant son box, c'est plus une chose, puis avec le temps, il y a d'autres expériences, d'autres souvenirs qui se construisent ici au refuge. Mais pour le coup, c'est quelque chose que je vis plutôt positivement. Enfin, de continuer à être là où elle a été, et voilà, et ça me donne de la force dans ce que je fais. C'est plutôt quelque chose aujourd'hui. Même si j'aurais infiniment préféré qu'elle soit toujours là et que la relation puisse se développer encore davantage, et puis surtout qu'elle ait la possibilité de vivre une vie belle plus longtemps. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué et qui fait partie de moi, mais de façon favorable, de façon positive. Et Charlotte, je trouve qu'elle a parfaitement bien représenté ses congénères pendant ces 2 mois. Ça a été court mais intense. Elle a touché tellement de monde par rapport, même des gens qui étaient pas du tout ouverts aux questions d'animalisme et d'antispécisme. Enfin vraiment pas. Mais par son comportement, j'ai vu les gens être interloqué en fait par rapport à son comportement, et donc elle a pas vécu très longtemps, mais elle a fait vachement bien autour d'elle pendant ces quelques semaines au refuge, et puis même avant, parce que Mathilde, son humaine, elle parle de Charlotte, elle en a parlé à plein de monde, et c'est chouette, ça a marqué ça a marqué en positif les gens qui l'ont rencontrée. Je lui disais, et je pense qu'elle comprenait, je lui disais que je l'aimais, je pouvais lui dire Charlotte, je t'aime. J'ai pas de frustration ou le sentiment qu'il y a des choses que j'aurais voulu lui dire et que j'ai pas pu lui dire, parce que je les lui disais. Elle en comprenait, parce qu'elle en comprenait, lui appartenait. Mais alors, j'ai jamais douté qu'elle ait pu comprendre ça. Après, je crois que tout le monde aimait beaucoup Charlotte. Et elle ressentait que tout le monde l'aimait, ça devait être que très normal pour elle finalement, vu que elle a donné beaucoup de joie et reçu beaucoup d'amour dans cette courte vie. Si, j'imagine qu'une chose que je lui dirais, c'est de la remercier pour ce qu'elle m'enseigne. C'est assez marrant, c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée, parce que je ne suis pas comme ça, je ne pense pas être comme ça, c'était cette manière très positive d'aborder les choses qu'elle avait. Mais en te le racontant, et ça faisait écho à des discussions qu'on a pu avoir ces derniers jours, je réalise que maintenant, oui, en fait, j'aborde les choses assez avec beaucoup d'enthousiasme moi-même, et que Charlotte n'y est sans doute pas pour rien dans cette transformation. Donc voilà, une relation extrêmement intense pour moi, et donc un chagrin immense quand elle est morte, parce que finalement c'était une relation extrêmement courte, hein. On parle de 3 mois d'amitié, c'est le début d'une amitié. Et j'aurais adoré voir avec le temps comment cette relation aurait pu évoluer, et puis voir Charlotte profiter de sa vie ici au refuge plus longtemps.